le 2/3 des rondes de financement pour les startups en technologie au Canada. Dans les 2/3 des rondes, il y a des investisseurs étrangers, essentiellement américains. T'es-tu sérieux? 2/3? C'est plus de la moitié, selon nous. Là. C'est plus de la moitié. Le data le démontre. Plus de la moitié des rondes qui sont dirigées par des investisseurs. Fait que le lead investisseur, c'est quelqu'un qui n'est pas canadien. Qui n'est pas canadien. Fait que ça, c'est quand même à risque que nos startups, justement, déménagent assez rapidement pour être proches de ces investisseurs. Oui, c'est selon nous un problème qui est très important. Au Canada, si on veut se développer une économie de propriétaires, pas juste une économie de bons emplois, là, puis une économie de propriétaires où on conserve la propriété de nos plus belles entreprises, il faut qu'on soit bien organisé. Fait que moi, ce que je veux dire aux entrepreneurs aujourd'hui, c'est que des alternatives de financement local avec des partenaires financiers qui font pas juste investir de l'argent, qui contribuent de l'expertise, qui contribuent des réseaux, qui contribuent un pool de ressources complet, ça existe. Ça existe. On a bâti Amiral Ventures pour faire exactement ça. Pour accompagner les meilleurs entrepreneurs, ce qu'on considère être les meilleurs entrepreneurs au Canada, puis on les aide à se développer. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux 4 coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation qui vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode tête à tête où est-ce qu'on reçoit des personnes inspirantes qui ont vraiment fait une marque dans leur secteur respectif et qui sont là pour nous apprendre, dans le fond, quelque chose d'intéressant, une bonne pratique. Les Dérangeants, c'est quoi? Vous nous connaissez après 8 saisons, ma foi. C'est le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ. Donc aujourd'hui, comme je le disais, j'ai la chance de recevoir un ami personnel, une personne qui m'inspire, qui a un parcours, je dirais pas éclectique, mais vraiment inspirant parce qu'il a poussé la note dans le Merger and Acquisition, le M&A, pour vraiment devenir un architecte des grandes business du Québec de demain. En fait, on a la chance de recevoir avec nous Dominique Bécotte. Salut Dom! Salut Étienne! Merci beaucoup de te prêter au jeu des Dérangeants. C'est très gentil. Écoute, je le disais d'entrée de jeu, en fait, tu as un parcours, un background de finance à la base. Tu as travaillé à New York, tu as travaillé à Paris, tu as fait du M&A pour des grandes boîtes, des transactions de milliards de dollars. Tu es revenu au Québec pour justement te réimpliquer dans la communauté entrepreneuriale puis essayer de vraiment faire du deal-making pour les entreprises locales. Pourquoi revenir au Québec? C'est une très bonne question. Puis c'était. Tu la poses encore, en fait. Pourquoi je dis ça? Pourquoi il y a l'hiver? C'est qu'on avait. Non, écoute, c'était vraiment par choix. J'ai eu la chance de travailler dans 2 grandes villes, New York en premier, Paris ensuite. C'était une expérience extraordinaire comme jeune professionnel de la finance. C'était fabuleux. Mais puis ton rôle consistait en quoi exactement? Tu étais analyste? Oui, j'ai commencé comme associé, pas dans le sens de partner, là, mais dans le sens d'associate. Qui est analyste senior jusqu'à être directeur à la fin. Fait que mon rôle, ça consistait en trouver des idées de transactions, les proposer à ses clients, développer une relation de confiance, puis... Parce que les clients vous approchaient en disant... Trouvez-nous des cibles. On aimerait ça savoir c'est quoi le next big thing. Ouais, puis c'était des Fortune 500. Ouais, moi, je travaillais pour un cabinet français de fusion-acquisition qui... la plupart de nos clients, c'était le cas classique de la grande organisation française qui voulait se développer aux États-Unis ou au Canada puis qui cherchait des idées. Des clients beaucoup issus d'industries traditionnelles. Puis, à l'époque, moi, c'était entre 2004 et 2012. Dans un moment où il y a eu un essor hallucinant de nouvelles technologies. Moi, je travaillais surtout en technologie. C'est la bulle techno, là. C'était la bulle techno de la fin des années 90, début 2000 qui venait d'exploser. Puis,
c'était une nouvelle bulle ou une nouvelle mouture. Nouvelle, c'est ça, la version 2.0 des choses avec des nouveaux modèles d'affaires, les réseaux sociaux, partage de contenu. Il y avait une montagne de nouveaux modèles d'affaires qui étaient en train de voir le jour. Puis nous, on nageait là-dedans à explorer tout ça, à creuser les modèles, à proposer des idées, puis ultimement, l'idée des transactions au nom de clients, fait que prendre contact avec les entreprises en question, voir si un deal était possible, puis organiser vraiment le deal-making pour que une transaction se fasse. Ça, c'est quoi la plus grosse transaction que tu as assistée ou que tu as été impliqué dans cette époque-là? C'était... à l'époque, c'est public, là. À l'époque, on travaillait pour Publicis, le grand groupe français de publicité, la publicité qui était un secteur encore relativement traditionnel à l'époque. Puis, il y avait dans le marché une nouvelle mouvance qui était les réseaux digitaux. Fait que, évidemment, la tendance du marché, tout le monde le voyait, c'était la montée du digital. Puis les agences publicitaires, pour la plupart, cherchaient à percer. Puis Publicis a été le premier à compléter un vrai gros deal. Ils ont acheté une business qui s'appelle Digitas. Qui était une business c'était un deal de 1,2, 1,3 milliard d'euros ou US. Là. Quand même, hein? OK, C'était un gros deal, puis Digitas, c'était de loin le plus gros joueur en digital à l'époque. Fait que Publicis a marqué avec ce deal-là la première vraie grosse acquisition dans le marketing digital. Ça a été un coup de génie pour Maurice Lévy, qui était le grand patron de Publicis à l'époque, parce que c'était le premier vrai deal du secteur. Puis il y a eu une panoplie de transactions qui ont suivi par la suite d'une montagne à peu près tout le monde a fait un deal dans le secteur. Parce qu'à l'époque, Google n'avait pas acheté YouTube, Facebook n'était pas rentré en bourse, donc les comparables n'étaient pas publics. Non, pas du tout. C'était le Far West, là. C'était littéralement le Far West. Puis... mais ceci dit, il y avait encore des deals avec à des valeurs raisonnables qui étaient possibles. Fait que ça, si ma mémoire me fait pas trop défaut, là, c'est un deal à 7 ou 8 fois l'EBITDA. Là, c'est sérieux quand même. Hein? 7 à 8 fois les profits futurs. De Digitas sur une business digital. C'est pas quelque chose qu'on verrait aujourd'hui du tout. Là. Fait que c'était un deal qui faisait énormément de sens. Là, mais c'était assez féerique quand tu regardes ça en rétrospect, là, de constater que, wow, c'était le premier gros deal dans le digital à l'époque. Puis tu regardes l'évolution du monde qui en a suivi. Là, c'est quand même assez fantastique. Là, c'est une belle lettre de noblesse. TerraOX présente cet épisode du balado Les Dérangeants. En tant qu'accélérateur de start-up technologiques, on vous aide à propulser vos innovations et à vous connecter avec des acteurs clés du milieu des affaires. TerraOX accélère votre croissance. Comment est-ce que tu convaincs un client de te faire confiance en disant tu dois aller dans cette direction-là, c'est un bon deal pour toi, fais-moi confiance? Ben écoute, c'est une bonne question. Là. Il y a beaucoup de réponses. Tu as prononcé le mot confiance, qui est un mot qui est tellement important en affaires. Tu es en affaires toi aussi. Tu le sais très bien. Développer des relations de confiance, c'est le cœur du milieu des affaires. Fait que ça commence par établir une relation de confiance forte. Mais pour faire ça, dans un milieu comme ça, un milieu financier dans une grande ville, d'un milieu très dur, c'est une culture du travail. C'est un travail irréprochable, sans faille, sans erreur, avoir des bonnes idées, démontrer que tu es capable de les exécuter. C'est-tu des horaires de fou? C'était des horaires de fou. Donc, vous éclairez ma blonde. Carrière, là. Ouais, écoute... c'est du 80-90 heures par semaine. Facile pour un gars comme moi qui était relativement senior. Là, fait que en plus. Des jeunes stagiaires ou analystes là, qui se sont défoncés au travail là, à faire des la blague la joke qu'on entend à New York qui est si tu veux pas rentrer le samedi, pense même pas rentrer dimanche. Là.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Mais je dois dire que à Paris, c'était encore pire. J'ai été vraiment surpris de ça, là, la quantité de travail là, qu'il fallait que tu y mettes. Là, c'était assez... c'était très, très... c'était vraiment très, très dur. Ceci dit, ben, écoute, tu développes des réflexes d'affaires. Tu développes une discipline de travail. Tu travailles, tu sais, une culture de rigueur professionnelle là, qui est absolument phénoménale. Là. Puis encore là, aujourd'hui, je suis encore animé par ça. Là, l'importance du travail de qualité, d'un travail de rigueur. Il n'y a rien de mieux. Pour démarrer une relation de confiance là, avec un client, là, c'est dur à battre comme approche. Là. De mettre tous les efforts, toutes les énergies possibles, de dire, OK, je suis sharp, je connais mes dossiers, là. Ça s'applique. Tu arrives juste à ce niveau de qualité-là en mettant les heures. En mettant, oui. Je pense que oui. Puis, je pense que ça s'improvise pas. Si tu n'as pas la passion du travail puis tu n'as pas la passion du métier, ben forcément, tu ne vas pas y arriver. Moi, je peux bien dire, j'ai travaillé 80 heures cette semaine, là, mais je le faisais avec passion. Fait que pour moi, j'étais crevé. C'était vraiment très, très difficile, mais je le faisais avec passion. C'était pas du travail pour moi, là, quasiment. Là. T'en as glissé un mot un peu, puis t'es probablement une des personnes que je connais qui a le plus, comment je pourrais dire, que ton cerveau fonctionne comme un ordinateur et tu processes de l'information à une vitesse faramineuse. Est-ce que tu dirais que ces années-là ont développé une sorte de sixième sens pour voir quand est-ce que c'est un bon deal? Est-ce que tu as développé des raccourcis intellectuels pour dire comme ça, j'aime ça, ça, j'aime moins ça? As-tu voir des centaines, voire des milliers de deals dans cette période-là de ta vie, là? Ouais, on a regardé une multitude de modèles d'affaires, mais les questions restent relativement simples, puis t'en as pas des tonnes. Là. C'est, est-ce que le management ou les équipes que tu as devant toi, un entrepreneur ou une équipe de direction, est-ce que c'est des gens d'une extrême qualité, puis c'est des choses que tu peux voir ou constater quand même assez rapidement. Le modèle d'affaires, est-ce que c'est un bon modèle d'affaires? Puis, ben, grosso modo, c'est est-ce que la business, ça fait-tu de l'argent ou est-ce qu'elle nous démontre clairement qu'elle va faire de l'argent plus tard puis comment ça va se passer? Effectivement, c'est pas des questions super difficiles. Là. C'est no rocket science. Là. Aujourd'hui, on est en intelligence artificielle, puis là, il y a vraiment des questions très, très difficiles, mais ça, ces questions-là, c'est tout relativement simple. C'est pas bien compliqué. Fait que c'est d'avoir accès clairement à des réponses. Si c'est pas clair, c'est qu'il y a anguille sous roche, puis on passe à un prochain dossier. Là. Ouais, ben puis il faut, faut s'en tenir à... C'est un peu cartésien, là, la façon dont je le présente, mais il faut s'en tenir à ces questions-là, puis qu'il n'y ait pas de raccourci ou qu'il n'y ait pas de sacrifice. Tu regardes 5 critères, puis si tu en as juste 3, ben les 2 autres, c'est correct. Ça s'en vient un jour. On va le faire quand même. Là. Ouais. Ben non, il faut apprendre à dire non, puis avoir une espèce de discipline mentale là, que fait en sorte que, ben, tu as besoin de dire non. Pour faire un bon deal, il faut que tu aies dit non à 5 autres affaires. Là, ben, on dit souvent les meilleurs deals, c'est ceux que tu fais pas. Là, souvent, les meilleurs deals, c'est ceux que tu fais pas. Parce que perdre de l'argent, finalement, ça coûte plus cher que... Ouais. Donc, je prendrais ton cerveau pour essayer de comprendre et creuser une question fondamentale aujourd'hui ensemble. Qu'est-ce que ça prend pour qu'on ait plus de licornes au Québec? Puis est-ce que on n'aurait pas déjà manqué le bateau? Et je serais curieux, dans ton appréciation aujourd'hui, on a eu un Lightspeed, Shopify qui était à Ottawa. Dans l'ancienne culture, on a eu des Jean Coutu, des Couche-Tard, du Cirque du Soleil. Pourquoi le Québec, aujourd'hui, on a de la misère à tirer notre épingle du jeu en n'ayant pas plus de startups qui sont devenus des billion-dollar ideas? Écoute, on n'a pas manqué le bateau. Je suis absolument convaincu. On a quand même des très belles entreprises au Québec. Je veux dire, on a certaines grandes industries prolifiques. On a certains grands leaders mondiaux présents au Québec ici.
Ceci dit, est-ce qu'on pourrait avoir plus de licornes au Québec? Oui, chose certaine. Est-ce qu'on a tous les ingrédients réunis pour avoir plus de licornes au Québec? Non, pas nécessairement. Puis je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change ou qu'on adapte parce qu'il y a des enjeux. Nous, chez Amiral Ventures, on est convaincus que les prochaines licornes de ce monde vont être des entreprises technologiques. On a eu, tu les as nommés, là, les grands Jean Coutu ou les grands couche-tard de ce monde qui étaient des business traditionnels, brick and mortar. Nous, on pense que les prochaines, ça va être des business technologiques. Pour développer des licornes technologiques, il nous manque, c'est sûr qu'il manque des choses. On a besoin, selon moi, de pas mal plus de leadership dans le capital. C'est un point qui est très important. On a beaucoup de capital au Québec, mais on n'a pas nécessairement de leadership dans les rondes de financement des entreprises technologiques. Les jeunes startups technologiques aujourd'hui qui fait entre 1 et 5 millions de chiffre d'affaires, puis qui commence à bien se développer, qui a une technologie qui est éprouvée, là, en termes d'alternatives de financement, il n'y en a pas beaucoup. Explique-nous, c'est quoi ce que ça veut dire prendre du leadership dans une ronde de financement? Ouais. C'est quoi, qu'est-ce que ça implique être le leader par rapport à être un suiveur, par exemple? Être un leader, c'est être un promoteur, c'est trouver une start-up. Ta cible. Trouver ta cible. Le mot est moins approprié, je trouve. Trouver une start-up avec laquelle tu es prêt à faire un partnership. Et prendre le lead sur une ronde de financement, ça implique d'être la personne qui dit voici cette start-up-là, moi j'y crois, moi je veux faire un deal avec ce business-là. Comment le deal va fonctionner, comment tu l'organises, comment tu le structures, ça va être quoi la valorisation de l'entreprise? Puis de mettre ton nom et ta réputation sur le fait que c'est un bon deal, il faut le faire, il faut qu'on les finance. Puis on va le faire. Puis voici, on va faire un chèque d'1 million, voulez-vous embarquer avec nous? Ou encore dire, je vais prendre la ronde de financement à moi tout seul. Au complet. De façon générale, au Québec, nous, on veut faire des partnerships avec d'autres fonds. Fait qu'on va prendre le lead sur une ronde de financement, on va prendre la moitié de la ronde, puis on va offrir l'autre moitié soit à nos co-investisseurs, soit à d'autres fonds, ou soit à des fonds étrangers, parce que c'est une très bonne chose quand même d'avoir des fonds étrangers ici. Mais le leadership, d'être avec les entrepreneurs, accompagner les entrepreneurs, contribuer ton expertise pour aider les entrepreneurs à se développer, on pense que c'est grandement préférable que ce soit local. Pour les entrepreneurs, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Mais il doit y avoir une question de culture d'affaires, ou est-ce que c'est plus similaire, on se comprend mieux, il y a moins, ça l'accroche moins. Est-ce que tu dirais que le Québec, par rapport à ton expérience justement à New York ou à Paris, as-tu eu un choc culturel quand tu es revenu au Québec? Oui, pas mal. Un choc culturel, je suis revenu à la maison, là, en quelque sorte. Fait que je savais bien que c'était comme ça, mais oui, c'est très différent. La culture de risque n'est pas du tout la même. C'est sûr qu'on n'a pas une culture de risque qui est très, très forte au Québec, malheureusement. On a une culture... on est très conservateur au Québec, malheureusement, puis c'est souvent ça qui fait en sorte que peut-être qu'on ne finance pas. Il y a certaines entreprises qui devraient être financées qu'on ne finance pas. Fait que ça, c'est sûr et certain que c'est un ingrédient qui est assez... c'est très, très sensible, la prise de risque au Québec. Quand tu parles de prendre des risques, là, souvent, on n'aime pas ça. Mais il y avait un article, Dave McKay, le président de la Banque Royale, RBC, qui disait l'économie canadienne est comme dans du papier bulle. Là. On a tellement peur de faire des erreurs que finalement, on ne fait rien, puis il y a du analysis paralysis qui s'installe. Ouais. Fait que tu partages ce diagnostic-là. Complètement. Qu'est-ce qui explique cette frilosité-là, selon toi? Je pense que c'est culturel. On a peur de faire des erreurs. Souvent, la culture de la deuxième chance, on n'a pas ça au Québec, aux États-Unis. Lancer une start-up, se planter, c'est quasiment bien vu. Ici, se planter, c'est un paria economicus capitalus. Bien souvent, même réussir, ça peut être mal vu au Québec. Alors, fait que se planter, tu te plantes une fois, c'est finito, pépito, quasiment. Les gens, je pense qu'il y a plusieurs entrepreneurs ou entrepreneurs potentiels qui ont peur de faire le grand saut, de peur de se planter, puis de devoir vivre avec ça. Dans d'autres régions aux États-Unis, c'est hallucinant. Vas-y, fonce,
plante-toi le plus souvent possible, quasiment, parce que de faire des erreurs puis se planter, ben, c'est extrêmement formateur. Puis c'est le cas, c'est extrêmement formateur. Fait que je pense que l'idée, c'est de y aller, faire le saut, se planter le plus rapidement possible. Si t'es pour te planter, t'es aussi bien de le faire rapidement et recommencer autre chose. Ne fais pas durer le supplice trop longtemps. Non, c'est ça, d'insister trop longtemps. On l'a vu à quelques reprises, tu sais, des entrepreneurs qui insistent trop longtemps sur un modèle d'affaires qui ne lève pas ou qui ne fonctionne pas, puis qui le font par conviction, par rattachement personnel quasiment avec leur projet. Tu sais, s'attacher personnellement, c'est facile, tu sais, en affaires. Tu sais, ton projet est tellement le fun, c'est tellement excitant, mais il faut avoir aussi une capacité de détachement puis de discipline mentale de dire ça a été une belle ride, ça n'a pas fonctionné. Fait on arrête ça puis on passe à autre chose. J'avais mon président de conseil d'administration, Pierre Lortie, qui disait entre 3 scénarios, où est-ce que tu as le scénario A, tu as le hockey stick qui monte, scénario B, où est-ce que ça fait un plateau, puis scénario C, où est-ce que ça plante, puis finalement, tu recommences. Il dit, c'est lequel des 3 scénarios est le pire? Puis là, 90% des gens disent, scénario C, où est-ce que tu te plantes? Il dit non, le pire scénario, c'est le B, parce que le plateau, c'est juste un supplice en attendant. Pendant que tu fais le scénario plateau, il y a quelqu'un d'autre qui fait le scénario A avec le hockey stick. Fait que tu as laissé finalement la chance à quelqu'un d'autre de prendre l'opportunité parce que tu t'es pas planté assez vite. Ouais. Fait que c'est... On a tellement peur de se planter que finalement, on fait durer le supplice trop longtemps. Je pense que c'était Bill Gates qui disait « Je n'investis pas dans personne qui n'a pas déjà fait faillite parce qu'il va le faire faillite, mais je ne veux pas qu'il fasse faillite avec mon argent pour la première fois. » Ouais. Alors qu'ici, on dirait qu'au Québec, toi, comment, comme investisseur, parce que maintenant, on parlera un peu de ton parcours, mais chez Amiral, qui est le nouveau fonds que tu lances et que tu viens de lancer, qui est Capital de croissance, tu investis justement, tu cherches des entrepreneurs. Quand tu as un entrepreneur qui vient te voir qui dit « C'est mon 2e projet, le premier a fait faillite », comment tu te sens par rapport à ça? C'est quoi ton premier réflexe? Ben, tu sais, ce qui est important quand tu fais faillite ou quand tu vis l'échec, puis ça m'est arrivé à moi aussi. Je veux dire, on s'est déjà planté dans le passé sur différents projets. Ça arrive. Mais le plus important pour moi, c'est de comprendre ce que l'entrepreneur en question a appris dans toute cette démarche-là. Qu'est-ce qu'il en tire? Donc, tu vas le questionner. Tu vas vouloir, en fait, qu'il t'explique le processus. Tu ne vas pas juste mettre ça en dessous du tapis, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand on investit dans une start-up, puis qu'on développe un vrai partenariat avec des entrepreneurs, c'est open kimono, puis on a envie de se connaître, on veut les connaître eux, on veut qu'ils nous connaissent nous, on veut apprendre mutuellement l'un de l'autre. Fait que, non, de balayer les choses sous le tapis, c'est pas trop mon genre. Au contraire, moi, j'ai envie de connaître les gens, voir comment ils réfléchissent, Fait que moi-même, dans le passé, sur des mauvais modèles d'affaires ou des flops qu'on a connus, qu'est-ce qu'on en a appris? Puis souvent, ce que tu apprends de tes erreurs, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie de ton expérience. Puis c'est ça. Il n'y a rien de mieux pour moi là, que quelqu'un qui a des cicatrices, puis qui a connu de l'adversité puis des moments difficiles. Tant et aussi longtemps, évidemment, que cette personne-là a appris de tous ces moments-là, puis a décidé de se relever, puis de bâtir quelque chose sur la base de tes erreurs et de tes bons coups du passé. Mais il y a quelque chose de beau quand tu dis qu'un entrepreneur qui a vécu cette adversité-là et qui décide de recommencer puis de revenir sur le plancher des vaches, puis dire « OK, j'ai pas fini, là, j'ai encore du jus dans le canis », moi, je trouve ça complètement noble. Là. Ça veut dire que, de un, il se fait violence à lui-même. Là. Il y a un petit côté sadomaso à la chose, mais c'est là que tu vois que c'est un vrai entrepreneur. Là. Le gars ne pense même pas aller se chercher une job, il veut recommencer un prochain projet. T'en as parlé, certaines cicatrices de ton parcours. T'es revenu de l'Europe, dans le fond, de Paris. T'as eu l'appel de la mère patrie, en fait. T'es revenu dans ton Québec natal et t'as été un des cofondateurs du fonds Expand Capital avec Alexandre Taillefer, ouais, qui a été derrière des projets comme Théo Taxi, Lyon Électrique.
Est-ce que c'est tes plus grosses leçons douloureuses, ces 2 projets-là, ou est-ce que tu en as d'autres qui t'ont plus marqué? Théo, ça a été une leçon douloureuse. Là. Ça aurait pu fonctionner, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'apprentissage de ça. Alors que Lyon, ça a été une situation un peu différente. Là. Lyon Électrique, il y a eu tout un marché de l'électrification des transports qui s'est effondré. Là. Parce que tout le monde le disait. N'était pas du tout le seul joueur. Il y en a eu une grosse dizaine de nouveaux constructeurs en électrique qui ont fait le même genre d'IPO que Lyon à travers une fusion avec une SPAC, qui se sont tous plantés quand le marché du transport électrique s'est écrasé. Fait qu'il y a eu une mouvance macroéconomique là, dans le contexte de Lyon là, qui a fait en sorte que... En fait, sur la grosse dizaine de joueurs, il n'en reste plus un seul aujourd'hui. T'es sérieux? Heureusement. Sur les 10... À peu près, ils sont tous disparus. Là, à part... Ce qui est fascinant, c'est que l'électrification des transports était une tendance macroéconomique que tout le monde s'entendait pour dire que c'était la meilleure chose depuis le pain tranché. Là. Absolument. Donc, il y avait des... C'était l'avenir. Tu avais des grands donneurs d'ordre en retail, entre autres, qui passaient des commandes pour des milliers de camions ou de fourgonnettes électriques ou commandes qui se sont jamais concrétisées là, au final. Mais les prévisions de marché étaient phénoménal. Là. Phénoménal. Ben oui, on s'en rappelle. Puis le IPO de Lyon Électrique, c'était enfin une prochaine licorne québécoise. Le Québec a mis des sous là-dedans, on y croyait. Même moi, j'y croyais. J'ai acheté des actions. Puis, de ton point de vue, ayant été un peu aux premières loges de très tôt dans le processus, qu'est-ce qui s'est passé mondialement pour que le vent tourne autant? Ouais, l'électrification des transports, aujourd'hui, va être possible le jour où les batteries vont être suffisamment performantes pour permettre un coût d'acquisition qui est à peu près le même que un véhicule traditionnel à essence. Et c'était pas le cas du tout. À cause du prix de la batterie, quand le coût d'acquisition d'un véhicule est pas mal plus important qu'un véhicule traditionnel, où ta rentabilité, tu vas la retrouver sur plusieurs années à économiser sur l'essence, tout le développement de ton marché devient tout d'un coup dépendant aux subventions gouvernementales qui viennent bridger la différence de prix entre les deux. Quand tu achètes une voiture électrique, tu as accès à une subvention gouvernementale qui t'aide à l'acheter moins cher. C'est une partie de l'écart. Mais dans le cas du transport lourd, tu n'avais pas le choix d'avoir des programmes de subvention partout dans le monde. Je veux dire, il y a des États américains qui venaient jusqu'à compenser complètement l'écart de prix. C'était extrêmement agressif dans certains États. Au Canada, on avait des programmes également. Mais quand ton industrie au grand complet devient dépendante des décisions politiques, ben là, tout d'un coup, ça devient extrêmement dangereux, périlleux. Puis c'est un peu ce qu'on a vu, des programmes de subvention qui ont été abandonnés complètement, puis qui ont mené au déclin, tranquillement, pas vite, au déclin de l'industrie complète. Fait que si la force de frappe politique n'est pas là, partout dans le monde, tout en même temps, forcément, c'est une industrie qui peut pas se développer. Fait que c'est un peu ça. C'est pas mal ça qui s'est passé là, dans le cas du transport électrique. Puis tant et aussi longtemps qu'on va pas régler l'écart de prix, tant et aussi longtemps qu'on sera pas en mesure de produire des batteries qui font en sorte que ton véhicule électrique coûte à peu près le même prix, ou du moins où tu vas trouver ta rentabilité pas mal plus rapidement. Ben, on verra pas une explosion de cette industrie-là. De sitôt. De sitôt. Puis c'est pour ça aujourd'hui que, je veux dire, l'industrie est tombée, mais c'est ça qui a donné lieu à tout l'écosystème qu'il y avait autour, qui s'est effondré également. Puis ça a donné lieu à des Nordvolt qui s'est effondré. Ça a donné lieu à une chaîne de fournisseurs qui s'est écrasée également. Il y a eu des conséquences quand même assez importantes de cette espèce de mouvance là, macroéconomique. Là, Mais c'est fascinant parce que quand tu regardes ça d'un point de vue d'un entrepreneur, si j'ai à prendre un risque avec
je pars une business, je mets toutes mes économies dans quelque chose. Et là, je vois tous les gouvernements à travers le monde qui mettent des subventions. Je vois qu'il y a tellement de capitaux privés qui sont dépendants de projets monstrueux comme les usines de Nordvolt. Je me dis, c'est impossible que ça s'effondre du jour au lendemain. Là, comme, c'est quasiment un pari assuré de mon retour sur investissement. Et même à ça, on l'a vécu, on l'a vu, c'est une industrie complète qui a finalement qui a été mise sur pause. Comment, comme investisseur, tu te prémunis ou tu es capable de justement mitiger ton risque? Ben, écoute, parce que si ça avait fonctionné, tu aurais été perçu comme un génie. Tout le monde disait, ah ben oui, mais c'était sûr que ça allait fonctionner, c'était sûr, les gouvernements étaient derrière cette solution-là. Mais là, le fait que ça ne marche pas, là, tout le monde sont comme, ah mais mon Dieu, on ne l'a pas vu venir, comment qu'on aurait pu l'avoir venir? J'ai l'impression qu'il n'y a aucune solution. Moi, de mon œil de néophyte, il n'y a aucune manière de se protéger contre ces ouais, c'est très difficile, effectivement, de l'avoir vu venir. Il y a eu plusieurs choses. C'était un perfect storm pour cette industrie-là. Également dans l'environnement de la pandémie également, avec une crise inflationniste qui en a suivi. Ça a eu un gros impact sur les prix pour bâtir un véhicule. Il y a eu pas la crise, mais la montée la flambée des taux d'intérêt par la suite. C'était vraiment un perfect storm pour que l'industrie complète tombe comme c'est arrivé. Fait que, comment tu peux te prémunir de ça? Difficile. En tant qu'investisseur... faut quasiment que tu te lances, tu croises les doigts, puis advienne que pourra. Ben, tu sais, les tendances macroéconomiques comme ça, sur lesquelles tu n'as à peu près aucun contrôle, là, ultimement, c'est soit tu fais avec, soit tu prends plutôt la décision de te tenir loin de modèles d'affaires qui dépendent grandement de la politique, des gouvernements partout dans le monde. Puis ça, c'est un peu une leçon quand si tu es dans une industrie ou un modèle d'affaires où il y a, par exemple, beaucoup de réglementation, où il y a, où tu as besoin de subventions, faut que tu aies les reins solides parce que c'est pas donné que... on prend souvent ces mécaniques-là pour acquis, puis il faut faire bien attention, là, effectivement. C'est un peu est-ce que, en fait, c'est ça qui a amené Amiral à prendre la position d'investir dans le software, le logiciel, plutôt que le hardware? Est-ce que tu vois justement... On n'est pas fermé à l'idée de faire du hardware. Amiral n'est pas né de Expand non plus. Là. C'est deux projets complètement séparés. Deux projets complètement différents, avec un partnership complètement renouvelé, avec deux partners, Fred et Nectar, qui sont... des individus d'une qualité extraordinaire. Et Amiral, oui, effectivement, on investit davantage dans le software, dans des technologies qui sont démontrées, éprouvées dans un secteur dans lequel on a énormément de talent au Québec, l'intelligence artificielle. Beaucoup. On investit dans des technologies pour entreprises qu'on appelle B2B. Puis, la plupart des dossiers qu'on voit aujourd'hui sont issus de l'intelligence artificielle ou une application de l'intelligence artificielle. La raison pour laquelle on aime beaucoup les technologies, c'est parce que c'est des technologies qui sont en mesure de propulser les entreprises à des vitesses qu'on n'a pas vues auparavant ou rarement vues auparavant. Aujourd'hui, une business d'intelligence artificielle appliquée dans une verticale d'industrie bien spécifique peut démontrer des taux de croissance qui sont hallucinants, devenir rentable plus rapidement que... Ben oui, on l'avait vu venir, je pense. ChatGPT a été l'adoption la plus rapide, plus vite que l'iPhone, plus vite que l'Internet. Ça a été quelque chose comme 130 jours pour atteindre 100 millions d'utilisateurs mondialement, alors que avant ça, c'était l'iPhone, puis ça l'avait pris 2 ans et demi, quelque chose comme ça. C'est des vitesses fulgurantes. Est-ce qu'il y a un côté de toi, pas le côté investisseur, mais le côté citoyen, humain, au contraire, qui n'a pas des fois peur de voir et de financer cette accélération-là aussi rapide de la technologie? Non, moi, je peur, non.
J'ai une grande confiance prudente, mais je suis quand même assez confiant, mais je suis particulièrement excité par tout ce qui est en train de se passer parce puis je pense que ce n'est que le début. On est encore au balbutiement. C'est arrivé très, très vite. Tout ça, en 2-3 ans, on a été envahi par des nouveaux modèles d'affaires qui sont quand même hallucinants. Fait que non, moi, je suis particulièrement excité. Je pense que c'est une croisée des chemins qui est vraiment intéressante. Puis, dans mon métier, où on est investisseur en capital de risque, ce que tu peux faire aujourd'hui avec un certain montant de financement pour une entreprise, tu peux en faire beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Qu'est-ce que tu essayais de construire des autobus, mettons, là? Ou Ouais, on pourrait dire ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, une start-up, il y a 20 ans, là, tu faisais un chèque de 5 millions pour financer une start-up, puis l'objectif, c'était de monter à 50-60 employés sur 2 ans. Aujourd'hui, une start-up à 15 employés, tu fais la même chose. Tu as les mêmes résultats en termes de développement. Fait que tout d'un coup, aujourd'hui, on est dans un monde où le capital est pas mal plus agile. Tu peux en faire pas mal plus avec le même argent, avec des taux de croissance qui sont fulgurants. Fait que je pense que c'est extrêmement excitant, comme environnement pour développer des nouvelles entreprises. Mais ça, c'est super intéressant parce que tu as vu la mouvance. Tu as commencé ta carrière avec des chèques, des transactions à 1,3 milliard, comme tu viens de dire. Puis là, aujourd'hui, où est-ce qu'on a du capital? C'était pas mon argent, là, quand même. Non! Je te le dis. Mais tu as vu ça, qu'il y a des entreprises avec des chèques faramineux. Et là, aujourd'hui, une start-up, selon toi, à mon époque, on visait un 2,5, 3 millions pour une seed round. Là. Ça, c'était bien financé, je vais dire, autour de 2012-2015. Aujourd'hui, les chèques qu'on fait, sont-ils plus gros ou plus petits? Sont un peu plus gros. Aujourd'hui, c'est une ronde de late seed que nous, on aime bien regarder. Là, on commence le stade de seed, par manque de meilleurs mots, là, je pense qu'on dit... de démarrage, là, d'amorçage, des fois. Amorçage, puis qui devient du démarrage. Aujourd'hui, c'est une ronde entre 2 et 5 millions, mettons. Fait que c'est Canadien, US? large, canadien. Okay. Ici, au Québec. Aux États-Unis, c'est plus élevé. Fait que nous, entre 2 et 5 millions, on va prendre la moitié de la ronde, la partager avec des co-investisseurs, puis aider les entrepreneurs à s'organiser puis à se développer. Fait que, c'est ça. Traditionnellement, c'est ça qu'on voit. Puis, une présentation de Kayra Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kayra Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets. Ultimement, je serais curieux de savoir, parce que tu l'as fait 2 fois. Tu as eu Expand, là, tu as Amiral. Partir un fonds d'investissement, de ce que j'ai entendu dire, c'est quand même violent. Là. C'est pas un processus qui a l'air... Tu sais, moi, je me considère entrepreneur, j'ai parti une business, je considérais que c'était très difficile, c'était très risqué. Puis là, je t'ai rencontré, puis j'ai réalisé que partir un fonds d'investissement, c'est encore plus de risques. Tu n'as pas le droit de te verser de salaire. Tu n'as pas le droit de... faut que tu mettes beaucoup d'argent personnel aussi, des fois, pour juste convaincre les premiers investisseurs. C'est pas te faire violence à toi-même que de le faire 2 fois de suite. Ben, c'est souvent de le faire la première fois. Mais explique-nous un peu le processus, là, rapidement, de lever un fonds. Où est-ce que tu commences? De jour au lendemain, je veux devenir investisseur en capital de risque. Là, ça... tu n'as pas les millions qui tombent du ciel. Là. Ben, regarde, mon travail à moi... En gros, ça consiste en une chose, puis c'est d'un côté bâtir une relation de confiance absolue avec des investisseurs qui te confient de l'argent. Puis de l'autre côté, développer une relation de confiance avec des entrepreneurs qui te confient pas leur entreprise, mais pas loin. C'est clairement, ils ouvrent la porte à des partenaires en équité. Fait que c'est une job qui est foncièrement humaine, qui est basée sur une confiance absolue des 2 côtés.
Puis évidemment, ben, c'est deux types d'interlocuteurs qui sont complètement différents. Des investisseurs. Il faut parler les deux langages. Il faut savoir parler les deux langages, oui. Tu as le langage entrepreneur, business, tu as le langage comptable, CFA pour les investisseurs, puis tu fais un peu l'entremetteur. Oui. Puis toi, tu es entre les deux à devoir aider tout le monde. Fait que, une des raisons pour lesquelles c'est un métier qui est particulièrement difficile, puis c'est pas tout le monde qui accepte de le faire, c'est un peu pour ça, parce que il faut que tu sois capable de très bien performer des deux côtés de l'équation. Fait que la démarche, c'est tout simplement ça, c'est de développer une thèse d'investissement qui va plaire à tes investisseurs puis qui va attirer les bons entrepreneurs. Toi, tu veux avoir accès aux plus belles entreprises, tu veux avoir accès aux plus beaux dossiers d'investissement. Fait que tu peux pas être juste un financier qui va chercher du cash puis qui met une pancarte devant ton bâtiment pour dire, nous acceptons les investisseurs, chèque minimum de 200 000. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, avoir accès aux bons entrepreneurs, ben, il faut que tu fournisses pas mal plus que juste du financement. Il faut que tu contribues de l'expertise, il faut que tu aies un réseau spectaculaire, il faut que tu sois en mesure d'aider les entrepreneurs à bâtir leur entreprise. Puis ça tombe bien au Québec. Je veux dire, on a un talent extraordinaire pour développer des produits, développer des technologies. On a un talent extraordinaire. En intelligence artificielle, on a une industrie qui est florissante. Mais ce en quoi on est pas mal moins bon, c'est de s'organiser, se commercialiser, prendre du risque, puis sortir de nos frontières, aller vendre sa business, son produit ou sa tech à l'extérieur. Puis nous, chez Amiral Ventures, c'est ça qu'on fait, c'est dans ça qu'on est bon parce qu'on l'a fait dans le passé. C'est comme ça qu'on est capable d'avoir accès aux belles entreprises. Aujourd'hui, un entrepreneur qui fait entre 1 million et 3 millions de chiffre d'affaires, qui est en forte croissance, qui a besoin d'un partenaire financier, puis que tu lui donnes l'occasion, l'alternative de se financer avec une équipe qui a de l'expérience puis qui contribue de l'expertise localement, je veux dire, c'est une décision qui est assez facile à prendre. Ça, juste bien comprendre comment ça fonctionne, c'est pendant 1 an, 2 ans, tu fais le tour de tout le monde en ville ou pratiquement au pays pour dire, on monte un fonds, voici notre thèse, voici nos CV. Là, les gens vous promettent des sous. C'est ça, exactement. Exactement. Fait que c'est pas de l'argent qui se trouve dans nos coffres, comme tu le dis. Fait que t'as pas un compte épargne avec 40 millions qui dort à 2 ans. C'est un commitment. Fait qu'on a une grosse quarantaine d'investisseurs, des individus, des family offices, deux grands partenaires institutionnels qui nous ont commis un certain montant d'argent. Puis au fur et à mesure qu'on trouve des entreprises dans lesquelles investir, on appelle les capitaux pour investir dans les entreprises en question. Fait qu'une fois que vous avez trouvé l'argent, là, vous êtes en mode démarchage. C'est, dans le fond, les investisseurs vous font confiance pour trouver les meilleurs dossiers. Puis est-ce qu'un investisseur, une fois qu'il est rembarqué dans le fond, peut refuser un dossier, peut dire « Ah, moi, celui-là, je vous fais pas confiance, vous êtes plantés les boys ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tous les fonds d'investissement, capital de risque, private equity, hedge fund fonctionnent à peu près tous de la même façon. C'est-à-dire que la décision d'investissement est prise vraiment par ce qu'on appelle le GP ou l'opérateur du fonds. Puis la décision d'investissement lui revient à lui seul. Puis ça crée même il y a des considérations légales même qui sont rattachées à ça. C'est-à-dire à partir du moment où tu es investisseur, mais que c'est pas toi qui prends la décision d'investissement, là, tout d'un coup, tu es détaché en termes de liability potentielle. C'est pas. Fait que c'est vraiment un avantage. C'est nous qui prenons la décision d'investissement. Fait que, effectivement, nos investisseurs nous font confiance pour trouver les meilleures entreprises, prendre les meilleures décisions d'investissement possibles, puis ultimement générer du rendement au bout de l'aventure. Puis de ton expérience jusqu'à maintenant, de ta jeune mais profonde expérience, as-tu des dossiers que tu regrettes d'avoir passés, puis tu regardes, je me dis, si j'aurais pu investir dans, je ne sais pas, Hotmail, HubSpot.
Ben, écoute, exercice à ne pas faire. Hein, ça nous arrive à tout le monde de tabarouette en 2012. Le Bitcoin était si j'avais su, ouais. Avoir su, c'est ça. Tu sais, des regrets sur... des regrets sur des dossiers sur lesquels on a dit non, t'en as toujours. Il y a toujours des business extraordinaires qui finissent par s'en sortir ou des business qui pivotent complètement aussi. Là, c'est ça, c'était pas le dossier que tu avais vu. Le dossier que tu avais vu, c'est devenu autre chose, puis ça a vraiment bien fonctionné, ça arrive. Fait que je pense qu'il faut vraiment pas s'arrêter à... on aurait donc dessus, là, ça fait mal pour rien. Là. C'est de se faire bien, ça soit même. Ouais. J'avais un professeur au MIT à Boston qui disait, moi, je suis un très bon investisseur, mais j'ai refusé ça. Il avait refusé Zipcar, il avait refusé Twitter, puis il avait refusé Hotmail. Puis il dit, mais je suis quand même un bon investisseur, je vous jure. Je suis comme, ouais, ça c'est... Écoute, ça doit faire mal quand même. Parlant de ça, quand tu regardes un dossier, mettons, un entrepreneur vient de voir, quelle métrique attire ton œil ou attire ton attention rapidement? C'est quoi qui fait la différence entre un bon dossier et un mauvais dossier? Ben, nous, le critère numéro 1, c'est la qualité des entrepreneurs, là, d'abord et avant tout. C'est pas une métrique, là, mais nous, critère numéro 1. Mais il n'y a pas un biais dans la qualité des entrepreneurs parce qu'on sait, tu as toujours une bonne ou une mauvaise première impression. Des fois, tu as un biais cognitif de est-ce que je me verrais aller prendre une bière avec ou pas? Faut prendre le temps de connaître les gens, évidemment, puis d'éplucher le dossier de tous et chacun. Là. Fait que oui, il y a plusieurs choses à regarder quand tu rencontres un entrepreneur pour les évaluer. Là, mais le critère numéro 1, c'est ça. C'est un critère qui est foncièrement humain. Mais si on parle de métriques, il y a plusieurs métriques qu'on va regarder. Nous, on fait un travail qui est très rigoureux, très diligent, mais il n'y a rien de mieux que de regarder le fameux ARR, qui est ton revenu. Annual Recurring Revenue. Voilà. Puis de regarder l'évolution de ton ARR sur les 24 derniers mois. Tu le vois, tu vas le voir. Tu peux pas vraiment te tromper. C'est comme une évidence de ça marche-tu pas. Fait que pour nous, ça commence bien souvent par ça. Mais il faut creuser pas mal, il faut aller pas mal plus loin que ça, évidemment. Comprendre une entreprise, une start-up aujourd'hui, ultimement, on n'est pas là pour investir dans du bells and whistles. On est là pour investir dans des entreprises qui, ultimement, vont faire de l'argent ou ont le potentiel de faire beaucoup de l'argent puis d'être rentable quand même assez rapidement. Puis nous, on veut comprendre comment ça va fonctionner. Ça va être quoi la mécanique de rentabilité? Ça va prendre combien de temps? Il va falloir qu'on investisse combien? Qu'il y ait combien de rondes de financement? Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi nos objectifs? Si on va conquérir le monde ou la planète, ça représente quoi en termes d'évolution? Fait qu'on va faire, nous, un travail très complet, diligent et rigoureux pour comprendre vraiment toute la finesse de cette dynamique-là. Puis, c'est super intéressant parce que combien de dossiers tu dois analyser avant d'en trouver un qui se rend jusqu'à la fin, jusqu'à la signature d'un investissement puis que tu fais le chèque pour vrai? Écoute, c'est une bonne question, mais oui, on dit non à beaucoup, beaucoup de choses avant de dire oui à une affaire. C'est sûr. C'est ça, c'est pas ton argent. Tu investis l'argent des autres, donc tu dois être encore plus diligent, plus rigoureux sûrement. Là. Extrêmement. C'est vraiment très, très important. Puis on en voit beaucoup des affaires le fun, existantes, mais qui manquent, sur lesquelles il manque quelque chose. C'est sûr que c'est facile de dire non à des dossiers tout croche, puis on en voit passer malheureusement. Puis, mais de dire non à des dossiers qui ont une certaine qualité, on le fait souvent. Malheureusement. Puis ça fait partie du métier. Fait que quand on dit oui, puis qu'on avance, puis qu'on clôture une transaction, c'est effectivement parce qu'on va avoir regardé une multitude d'autres dossiers et dit non à une multitude d'autres entrepreneurs, malheureusement. Là, vous avez déjà fait un premier chèque dans une entreprise qui s'appelle Maxa, qui est de l'IA appliquée au système bancaire.
qu'est-ce qui t'a séduit de ce dossier-là? Oui, c'est une technologie d'intelligence artificielle pour les équipes de CFO. Beaucoup mieux expliqué, merci. J'essayais de... Les équipes de CFO dans une multitude d'industries, incluant le bancaire. Mais Maxa, à la base, c'est deux entrepreneurs extraordinaires qui s'avèrent être deux frères, les frères Steinman, qui ont des qualités entrepreneuriales qui sont absolument hallucinantes. Mais surtout un modèle d'affaires qui est vraiment intéressant, dérivé de l'intelligence artificielle. Ils sont en mesure de se connecter aux gros milliers de systèmes ERP qui existent dans le monde pour pouvoir aller chercher de la donnée corporative, du data corporatif, puis de l'uniformiser dans un seul et même modèle. Fait que d'avoir ton système de finances SAP ou autre qui parle à ton système opérationnel ou ton système RH dans un même modèle. Et puis là, de pouvoir faire des analyses sur ce modèle unifié-là. Fait que tout d'un coup, tu as du data de différents systèmes qui se parlent, sur lesquels tu es capable de faire des analyses. Puis tu es capable de venir mettre un engin conversationnel puis un engin de raisonnement, d'intelligence artificielle, pour poser des questions, puis obtenir des réponses. Puis c'est extraordinaire. Tu te retrouves aujourd'hui CFO d'une entreprise ou analyste financier à pouvoir faire des analyses extrêmement rapidement. Quelque chose qui te prenait 3 semaines auparavant à raison de 12 fichiers Excel, extraits de 12, de 4 différentes bases de données. Aujourd'hui, en 2 ou 3 minutes, tu peux obtenir une analyse extrêmement raffinée avec un lien, une traçabilité du raisonnement. Parce que l'engin d'intelligence artificielle va te dire exactement ce qu'il va faire. Je vais aller extraire le data dans tel système. Je vais aller l'analyser de telle façon. Puis voici le raisonnement que je vais appliquer. Est-ce que tu es d'accord? Oui, non. Fait que tu es capable de faire une analyse non seulement hyper rapide, mais tu es en mesure de challenger ce qui a été fait puis de creuser, c'est ça. De l'analyse qui a été faite. Fait que c'est extraordinaire. Ça, pour une entreprise qui utilise cette technologie, c'est transformateur pratiquement. Là, ta fonction finance, tout d'un coup, devient ultra performante, ultra rapidement. C'est un gros game changer, selon nous. Ça doit quand même être challengeant comme investisseur de se faire pitcher des idées d'innovation, des projets en disant « Mon Dieu, c'est-tu de la bullshit? Est-ce qu'on est déjà rendu là? » Moi, je me mets dans la position où est-ce que je suis un simple animateur de podcast. Et des fois, on reçoit des entrepreneurs en disant comme « Sérieux, tu es capable de faire ça? Tu es capable de modéliser des plans d'architecte en temps réel avec 2-3 clics? » Des fois, j'entends des technologies que je me dis « Mon Dieu, que jamais j'aurais rêvé qu'on soit rendu là aussi vite. » Comment tu es capable, toi, en quelques minutes, de dire comme « Oui, je le crois » ou « Non, il est en train de me vendre du rêve » à un certain sens? As-tu des projets que tu as vus récemment en disant comme « Mon Dieu, c'est de la science-fiction quasiment. » Ta job est extrêmement stimulante. Là. Tu fais juste me parler de Maxa, puis je te trouve ça fabuleux. Écoute, en quelques minutes, non. En quelques minutes, t'es capable de connecter, t'es capable de faire beaucoup de choses en quelques minutes, effectivement, de sentir les gens, sentir les choses, sentir le modèle. Mais t'as besoin de voir, t'as besoin de... Tu veux la démo, là. Tu dis, ouvre le capot, montre-moi. Quand on fait un deal, de façon générale, ça peut prendre entre 1 mois et 3 mois, là, overall. Puis oui, on ouvre le capot complètement. Puis on va regarder le code. On fait des... OK, tu vas jusque-là. T'as du monde dans l'équipe qui vont challenger. Complètement. On va pas regarder les virgules, mais on ouvre le capot pour voir la technologie, elle est bâtie comment. On fait une vérification diligente, technologique qui est très complète, là, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai, puis des fois, c'est déstabilisant de constater à quel point les choses vont vite. Ça, c'est sûr. Comment tu restes up-to-date? C'est un travail d'équipe qui est assez monumental. Puis je pense que le nerf de la guerre, c'est d'être en mesure de gérer ses priorités
vraiment correctement, de bien le faire. De laisser tomber la fameuse règle du 80-20, là, d'identifier tes priorités le assez Pareto, rapidement parce que puis il faut que tu laisses tomber bien des affaires puis que tu sois en mesure de dire ça a l'air important, mais je le laisse tomber parce que j'ai pas le temps. Fait que Moi, j'avais un... c'est déstabilisant, mais moi, je pense qu'on aime ça. On est trois partners qu'on se considère comme des gens décemment intelligents. Moi, je suis le moins intelligent des trois, probablement. mais le plus humble. On pense qu'on est capable quand même de bien s'en sortir, mais on a 3 cerveaux qui tournent. Moi, j'ai le cerveau. Moi, mon hamster, il tourne dans sa roue constamment. Là, constamment. Là. Mais regarde, c'est ça, faut faire avec. C'est le monde dans lequel on vit, là, où on est inondé d'informations, on est inondé d'une multitude de choses, puis il faut être en mesure de naviguer dans le néant, là, puis suivre une ligne directrice, puis t'en tenir à ça. Puis... C'est drôle que tu dises ça parce que j'avais la conversation hier avec un de mes amis qui est radiologue, mais ils ont le concept en radiologie de signal to noise. Donc, qu'est-ce qui est du signal, qu'est-ce qui est une fracture, puis qu'est-ce qui est juste du bruit de la machine. Puis il a commencé à l'appliquer dans sa vie quotidienne, qui est de dire, si tu es en train de me parler de quelque chose qui n'est pas important pour les 72 prochaines heures de ma vie, je t'écoute plus. C'est le signal to noise. Qu'est-ce qui est du noise, qu'est-ce qui est du signal? Puis il dit, je suis pas capable d'avoir un 100% de 0%. Là, même, il dit, je vise 70-30. 70% signal, 30% noise. Mais il dit, je rêverais d'être à 80-20. Puis quand il m'a dit ça, j'ai dit, mon Dieu, je pense que je dois être à 50-50 de signal to noise dans ma vie. Fait que, surtout dans un point de vue d'investisseur, de capital de risque, où est-ce que tu dois rester up-to-date et en même temps, ton super pouvoir est d'analyser des dossiers. Un signal to noise élevé est clairement la clé, mais que tu as pratiqué depuis des années. Je serais curieux de t'entendre comment ça se passe de convaincre des investisseurs d'embarquer dans un projet de fonds au Québec. On l'entend beaucoup, Silicon Valley, tu as des fois 30, 40 personnes qui vont investir ensemble. Tu as Eric Schmidt de Google avec Anderson Horowitz qui embarque, puis tout le monde met finalement quelques millions. Puis là, la start-up, juste avec une idée sur papier, se retrouve avec 15 millions en seed round sans même avoir sorti de sa propre ville. On n'est pas aussi riche, naturellement, au Québec. On a moins de familles fortunées. Mais est-ce que les gens travaillent ensemble? Est-ce que les gens mettent de l'argent et poolent leurs ressources ou il y a des guerres de clochers? Non, je pense nous, ce qu'on voit actuellement dans l'industrie, en tout cas, il y a la mouvance de collaboration est pas mal plus importante que la mouvance de compétition. OK. De façon générale, dans l'industrie, quand un fonds d'investissement investit dans une start-up, il va prendre une portion de la ronde puis offrir l'autre à des partenaires. Nous, il y a d'autres fonds qu'on aime beaucoup, avec qui on aime beaucoup travailler, avec qui on partage des rondes de financement. On est rendu à 2 deals là, actuellement. Puis dans les 2 cas, c'est des rondes qui ont été partagées avec d'autres fonds. Y a-t-il déjà un fonds qui t'a volé un deal, qui était... Pas encore, mais c'est sûr que ça va arriver. OK, ça fait partie de la nature de la bête. Là. Ça fait partie de la game, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, de façon générale, plus t'es gros, plus c'est difficile. Je veux dire, plus t'évolues en tant qu'organisation, en capital de risque, plus tu deviens gros, plus t'as de capital à déployer, plus ça devient tough. Là. Je veux dire, nous, tu sais, un fonds de 75 millions, ça reste, c'est un premier fonds pour Amiral Ventures. Ça reste une taille tout à fait raisonnable. Puis de déployer 75 millions dans le marché canadien actuellement, on considère que ça sera pas facile, mais c'est pas la même chose que déployer 500 millions dans le marché canadien actuellement. C'est un plus petit fonds. Fait qu'on fait du gros cherry picking sur nos deals, mais c'est sûr qu'il y a de la compétition quand même. Combien de deals tu penses faire avec 75 millions? 15? Oui, une quinzaine. OK. Une quinzaine, ouais. Fait qu'une quinzaine de deals, triés sur le volet. Fait qu'on a un modèle, notre modèle d'affaires, c'est un modèle de lead seed. On commence à investir quand une entreprise
génèrent du chiffre d'affaires, démontrent des métriques de croissance qui sont intéressantes, une équipe de gestion, une équipe d'entrepreneurs extraordinaires, comme je disais tantôt. Fait que c'est pas un modèle, on investit un petit peu plus tard que certaines autres organisations. Il y a d'autres organisations, d'autres types de fonds qui sont vraiment en pre-seed, seed, qui vont investir quand une start-up fait même pas encore de chiffre d'affaires sur la base de l'idée, la technologie, la promesse de la technologie. Puis un fonds comme ça, de façon générale, ils vont faire 40, 50 deals avec des plus petits montants. Fait que nous, ces fonds-là, ces organisations-là, on veut collaborer avec ces fonds-là parce que nous, on est l'investisseur qui va suivre juste après. Fait qu'on on veut sélectionner les meilleures entreprises qui sortent souvent de ces fonds-là ou qui se sont développées toutes seules pour choisir les 15 meilleurs dans les 3-4 prochaines années au Canada. Puis en terminant, Dominique, quelle est la plus grande vérité que, selon toi, on ne dit pas assez dans le milieu du capital de risque au Québec? Qu'est-ce que tu aimerais si demain matin, tout le monde pouvait être au courant, là? Ça serait quoi l'enseignement? Moi, je pense pour les entrepreneurs, la réalité aujourd'hui, malheureusement, au Canada, la réalité est que le 2/3 des rondes de financement pour les startups en technologie au Canada, dans les 2/3 des rondes, il y a des investisseurs étrangers, essentiellement américains. T'es-tu sérieux? 2/3? Puis c'est plus de la moitié, selon nous, là. C'est plus de la moitié. Le data le démontre. Plus de la moitié des rondes qui sont dirigées par des investisseurs. Fait que le lead investisseur, c'est quelqu'un qui n'est pas canadien. Qui n'est pas canadien. Fait que ça, c'est quand même à risque que nos startups, justement, déménagent assez rapidement pour être proches de ces investisseurs. Oui, c'est selon nous un problème qui est très important. Au Canada, si on veut se développer une économie de propriétaires, pas juste une économie de bons emplois, là, puis une économie de propriétaires où on conserve la propriété de nos plus belles entreprises, il faut qu'on soit bien organisé. Fait que moi, ce que je veux dire aux entrepreneurs aujourd'hui, c'est que des alternatives de financement local avec des partenaires financiers qui font pas juste investir de l'argent, qui contribuent de l'expertise, qui contribuent des réseaux, qui contribuent un pool de ressources complet, ça existe. Ça existe. On a bâti Amiral Ventures pour faire exactement ça, pour accompagner les meilleurs entrepreneurs, ce qu'on considère être les meilleurs entrepreneurs au Canada, puis on les aide à se développer, à se commercialiser à l'international, à s'organiser. Fait qu'il y a des gens. Nous, on est là. Il y en a d'autres. On n'est pas les seuls à être là, mais l'industrie s'est développée pour apporter des vraies solutions, des vraies alternatives de financement pour les belles startups. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que de mon époque, il y avait une espèce de chauvinisme de dire que quand tu étais une startup qui était capable d'avoir des fonds américains ou dire, mon lead, c'est Inside Venture à New York ou j'ai Anderson Horowitz à Silicon Valley comme investisseur, c'était comme, tu étais plus cool que les autres. Puis aujourd'hui, plus souvent qu'autrement, ces dossiers-là ont échoué parce qu'il y a eu de la chicane et ça n'a pas bien fini. Fait que j'aurais quasiment tendance à dire que c'est mieux que ton investisseur local ait une plus grosse place, une plus grosse prépondérance. Oui, c'est quand même bien d'avoir des investisseurs étrangers, comme tu l'as dit, mais que ce soit ton lead investor et que tu te rapportes à lui à chaque trimestre ou à chaque mois, puis c'est lui qui a le vote sur ton board, pas sûr que c'est vraiment une bonne idée au final, puis d'avoir justement de l'aide d'un investisseur local qui a la même culture, qui est de l'autre côté de la rue de toi, et qui t'aide à faire ce tampon-là, ce buffer-là avec les autres investisseurs plus internationaux. C'est vraiment une meilleure stratégie à long terme. Puis si seulement on pouvait accepter que c'est plus cool d'avoir un Amiral Venture qu'un Anderson Horowitz, je pense qu'on irait vraiment faire plus de chemin. Là. Avoir les deux. C'est le fun d'avoir les deux, là, quand même. Mais oui, puis je veux dire, la question de culture aussi là, est très importante. Là. Je veux dire, de façon générale, un investisseur américain qui arrive ici, il ne va pas partager la ronde de financement, il va la prendre à lui dessus. Il la veut, c'est pas un team player, right? Au Canada, on a une approche de collaboration, d'avoir une multitude de têtes expertes autour de la table. C'est une approche de collégialité qui est, selon moi, extrêmement intéressante pour les entreprises. Fait que foncièrement, il y a une culture aussi qui est bien différente, mais
d'être en mesure d'avoir un partenaire local lead qui t'aide à te développer, mais aussi d'avoir des investisseurs américains, avoir un A16Z sur ta cap table, c'est quand même assez extraordinaire. Nous, on a la chance d'avoir annoncé récemment notre deuxième investissement dans une très belle entreprise qui s'appelle Maquette. Ben oui, qu'on a déjà eu au balado, en fait. Dans le milieu, Patrick Murphy, Stéphane Turbide, des entrepreneurs hallucinants, mais dans le milieu de l'architecture, construction résidentielle. Et dans cette ronde de financement-là, on partage la ronde avec un fonds américain, Blitzscaling, qui est un des fonds de Reid Hoffman, et un fonds d'investissement de Dubaï. Fait que c'est un montage parfait. On a le partenaire local, Amiral Ventures, qui accompagne les entrepreneurs, qui les aide. Puis on a 2 très beaux réseaux internationaux qui complètent la ronde. C'est une situation parfaite. C'est le Dream Team. Et on a espoir que Maquette va pouvoir rester québécois très longtemps ou même à tout jamais parce qu'il n'y a aucun intérêt de déménager à Silicon Valley si l'investisseur, le lead, est québécois. Dominique Bécotte, merci énormément d'avoir répondu à nos questions, d'avoir mis la lumière sur ce rôle-là qui est souvent un peu dans l'ombre, celui du capital de risque, de monter un fonds, d'être entrepreneur en financement, finalement, puis qui n'est pas une job facile. Mais on va te réinviter pour faire la suite. Ben oui, avec plaisir. Et avoir le profil des 15 dossiers au complet quand le fonds sera complètement déployé. Vous à la maison, n'hésitez pas, écrivez-nous si vous avez des questions pour, dans le fond, nos invités, si vous voulez nous suggérer aussi également des tête-à-tête pour le restant de la saison 8. En fait, on est au tout début, ma foi, et on a encore beaucoup d'aspirations. Allez sur Google, Balado, allez Apple Podcast, allez voir notre site web www.lesderangeants.com où une foule de ressources pour aider les entrepreneurs, que ce soit des fichiers Excel, des templates, pour vous aider. On est là pour ça. C'était Étienne Crevier qui vous remercie encore une fois d'avoir été là cette semaine et qui vous dit à la semaine prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!